Dans cette vidéo, nous allons traiter le chapitre « Quelle action publique pour l'environnement ?» À l'issue de cette vidéo, vous saurez identifier les différents acteurs, pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis politiques et mouvements citoyens, qui participent à la construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l'agenda politique, et comprendre que ces acteurs entretiennent des relations de coopération et de conflit. Vous comprendrez également que l'action publique pour l'environnement s'articule à différentes échelles, locales, nationales, européennes et mondiales. Quels sont les acteurs qui participent à la construction des questions environnementales comme problème public? Nous allons d'abord voir les acteurs. En premier lieu, les experts qui alertent les différents décideurs par leurs résultats scientifiques. Par exemple, le premier rapport d'évaluation du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est rendu public en 1990 et a débouché 2 ans plus tard sur la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La médiatisation des rapports du GIEC contribue à la prise de conscience du changement climatique et constitue un appui scientifique à la mobilisation des ONG, des partis, mais encore des mouvements citoyens. Les ONG, associations, mobilisent pour leur part l'opinion publique par des actions multiples et des propositions diverses. Ces associations, au nombre de 40 000 dans le monde, ont des profils très divers. Certaines ont comme préoccupation centrale l'écologie, par exemple comme Greenpeace ou le WWF. Les actions associatives peuvent prendre différentes formes aussi, du boycott aux opérations coup de poing. Greenpeace a contribué à d'importants changements à travers le monde. En 2015, par exemple, les OGM sont bannis par la majorité des pays européens et en 2018, l'Union européenne interdit 3 pesticides tueurs d'abeilles. Il y a aussi les mouvements citoyens qui se mobilisent de manière pacifique ou plus radicale. La marche pour le climat menée par Greta Thunberg ou les démarches des blogueurs ou influenceurs sur les réseaux sociaux contribuent à diffuser les problématiques environnementales. Leurs actions permettent d'ancrer la problématique dans le débat public. Plus récemment, en France, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, une conférence citoyenne pour le climat a été constituée en octobre 2019. Elle regroupait 150 citoyens tirés au sort et qui ont été appelés à formuler des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Les partis politiques, eux, de leur côté, hiérarchisent leurs programmes et mettent donc du coup au centre les problèmes environnementaux et proposent aussi des solutions. Les entreprises, elles adaptent leur stratégie en prenant compte de l'environnement, soit pour freiner les évolutions, soit pour les intégrer dans une démarche de responsabilité sociale plus ou moins opportuniste. La prise de conscience des questions environnementales incite les entreprises à adapter leur stratégie en prenant compte aujourd'hui de l'environnement. Ainsi, l'objectif de développer une bonne image, un avantage réputationnel, une éthique environnementale qui se concrétise par des politiques de responsabilité sociale des entreprises, plus communément appelées les politiques de RSE. Les pouvoirs publics ont la responsabilité pour leur part de la mise en œuvre effective des politiques publiques. Les experts et ONG amènent les pouvoirs publics à une traduction politique et opérationnelle des enjeux environnementaux. En France, à titre d'exemple, l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conseille et aide au financement de nombreux projets de la recherche jusqu'au partage des solutions dans les domaines de l'énergie, de l'air, de l'économie circulaire, du gaspillage alimentaire, des déchets ou encore de la protection des sols. Les acteurs peuvent entretenir des relations donc de coopération ou de conflit. Donc les relations donc conflictuelles sont l'expression d'opposition entre individus lorsque leurs intérêts divergent. Par exemple, experts et associations écologistes Alto Marée Verte dénoncent la nocivité des algues vertes en Bretagne, algues qui sont dues à l'activité humaine. Ces acteurs entrent en conflit avec les syndicats agricoles et lobbies de l'agroalimentaire qui n'ont pas intérêt, eux, à ce que le problème accède à l'agenda politique, car l'agriculture intensive, et notamment les élevages de porcs bretons, seraient mis en cause. Mais les acteurs aussi peuvent entretenir des relations de coopération, c'est-à-dire qu'ils recherchent des intérêts communs afin d'agir ensemble. Donc c'est le cas d'associations qui s'appuient sur des rapports d'experts,
dans le cas de la protection des espèces animales, ou des entreprises qui peuvent s'associer à des ONG pour financer des projets pour l'environnement. Des groupes d'intérêt ou lobbies informent et influencent les décideurs politiques, dont les partis politiques. Ils représentent et défendent différents intérêts, qu'ils soient financiers ou politiques, et ils mobilisent des experts, souvent des scientifiques. Ils apportent des ressources et une expertise qui permettent au pouvoir public de répondre aux enjeux environnementaux. Les associations et les entreprises agissent ensemble pour lutter par exemple contre le gaspillage alimentaire. Nous allons maintenant voir la construction d'un programme public à sa mise à l'agenda politique. Donc les questions environnementales deviennent un problème public, à savoir un phénomène social qui, du fait de l'interaction de différents acteurs, acquiert une visibilité et suscite un débat public à la suite d'un processus. La question est d'abord jugée inacceptable, c'est l'étape du naming. Les acteurs désignent la situation comme problématique. Ce fut le cas en 1972 avec le rapport Meadows, alertant sur les limites de la croissance au regard de la surexploitation des ressources. Ensuite, les responsables sont identifiés, le blaming. Enfin, l'importance du problème et sa gravité est mis en avant et avait fait l'objet de revendications, c'est l'étape du claiming. La popularisation, qui consiste donc à communiquer pour alerter la population et les médias, joue un rôle particulièrement important, mais aussi les ONG, à travers leurs campagnes comme celle de WWF, qui permettent de faire connaître ces revendications. Des mesures sont proposées pour que le programme public, devenu ainsi public, donne lieu à une mise à l'agenda politique. Mise à l'agenda politique, c'est-à-dire qu'il soit inscrit à l'ordre du jour politique et débouche sur une action publique pour répondre aux problèmes. Par exemple, l'accord de Paris en 2015 a acté l'objectif d'une réduction de 1,5 degré d'ici à 2100. À quelles échelles s'articule l'action publique? Déjà, cette articulation à différentes échelles de l'action publique est caractérisée par la perte de centralité de l'État. Dans l'approche que nous allons traiter, qui est l'approche descendante, nous voyons que alors que les engagements internationaux, par exemple le sommet de Rio, influencent les décisions, la politique européenne a un rôle décisif et contraignant quant au respect des normes imposées. Par exemple, la directive européenne sur l'interdiction des plastiques à usage unique. Quant aux collectivités territoriales, leur action est fondamentale pour la mise en œuvre des politiques environnementales concernant les transports en commun, la circulation alternée ou le développement des voies cyclables, mais aussi pour mobiliser des acteurs locaux, que ce soit des associations, des entreprises ou encore des citoyens. Pour illustrer cette approche descendante, le protocole de Kyoto, qui a été signé en 1997, est caractérisé donc par des engagements juridiquement contraignants pour les pays membres de l'OCDE et les pays en transition de marché, qui doivent respecter des objectifs chiffrés en termes de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre, chacun répercutant ses objectifs au niveau de son pays. Plus de 191 pays se sont engagés alors à diminuer de 5,2% les émissions de GES des pays industrialisés entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Cet accord a été ensuite décliné au niveau européen avec un objectif de réduction de 8% des émissions. Enfin, chaque pays s'efforce de respecter les accords en mettant en place des normes ou des taxes pour inciter ou contraindre les agents économiques à modifier leur comportement. Au niveau local, par exemple, la mairie de Paris a mis en place la circulation alternée. La deuxième approche est l'approche dite ascendante. Donc chaque pays annonce sa contribution nationale pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, un accord est conclu au niveau international, c'est notamment les COP, pour n'en citer qu'une, l'accord de Paris, la COP 21 de Paris. Et ensuite, chaque pays fait l'état des lieux de l'avancement des objectifs fixés. Alors cette procédure passe par la coopération pour inciter tout type d'acteurs, publics et privés, à s'engager et à agir en faveur du climat. Le collectif fixe un objectif global de réduction d'émissions à long terme, puis chaque pays fixe sa contribution.
Cette approche a permis de rassembler un nombre d'engagements sans précédent de l'ensemble des pays du monde et ainsi de contribuer à l'obtention d'un consensus final lors de la COP21 tenue à Paris en 2015 qui vise à une réduction de 1,5 à 2 degrés des températures d'ici à 2100.